Je vous emmène maintenant à la culture numérique avec Maurice Tantan. Avec lui aujourd'hui, on va évoquer juste deux mots, deux tout petits mots. Alors, je vous disais deux petits mots qui défraient la chronique depuis quelques années maintenant, hein. Intelligence, le premier, et artificielle, c'est le deuxième. Elle est censée révolutionner notre quotidien et à long terme bouleverser tous les secteurs d'activité, de la banque à la justice, des transports à la médecine. Mais à quel prix? Faut-il craindre l'intelligence artificielle? On se pose la question ce matin dans Culture numérique. Maurice Santin, bonjour. Bonjour, c'est Jayaka. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, avant tout, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et comment fonctionne-t-elle? Pour répondre à ces deux questions, d'abord, on va tout simplement ouvrir le dictionnaire et voir comment ce dernier définit l'intelligence artificielle. Selon le Larousse, l'intelligence artificielle est un ensemble de techniques et de théories mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Il peut donc s'agir d'ordinateurs ou de programmes capables de performances habituellement associées à l'intelligence humaine et amplifiée par la technologie. Par exemple, on parle de la capacité de raisonner, celle de traiter de grandes quantités de données, la faculté de discerner des modèles indétectables par l'humain, l'aptitude à comprendre et analyser ces modèles, les capacités à interagir avec l'homme ou encore la faculté d'apprentissage progressif et d'améliorer continuellement ses performances. L'intelligence artificielle couvre donc un vaste sujet en perpétuelle mutation et ces progrès sont fulgurants depuis l'année 1950, considérée comme année fondatrice de l'intelligence artificielle. En termes de fonctionnement, l'intelligence dite artificielle s'inspire des différents processus cognitifs humain, notamment notre très grande capacité d'apprentissage tout au long de la vie. L'intelligence artificielle a ainsi fréquemment recours à ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Par exemple, on va nourrir en griffe un programme informatique avec des milliers de photos de voitures étiquetées. Après cet entraînement-là, le programme va être capable de reconnaître tout seul des voitures de tout type sur les nouvelles images qui lui seront Présenté. proposées. Voilà. Autre composante de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le machine learning ou apprentissage de la machine. Cette fois, on donne aux ordinateurs l'accès à de grandes quantités de données, puis on laisse la machine apprendre par elle-même, sans intervention humaine ou reprogrammation logicielle. Ce qui permet à la machine de s'améliorer progressivement de manière autonome et de dépasser ainsi des fonctions et les capacités initialement programmées. Certains algorithmes ne se contentent plus de reconnaître là que des images, mais se montrent capables de les produire. Mhm. Il existe d'autres méthodes de fonctionnement de l'intelligence artificielle, notamment ce qu'on appelle le deep learning. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle change dans notre quotidien et quels changements pourrait-elle apporter dans le futur? La révolution de l'intelligence artificielle n'est plus à l'étape de promesse, c'est déjà quelque chose qui impacte quotidiennement notre vie et sous plusieurs formes. Aujourd'hui, d'une simple phrase, on peut connaître la météo. Vous savez, sur votre Ouais, téléphone ouais. portable, il y a des commandes vocales et lorsqu'on lance la commande vocale, vous avez un résultat. Donc, d'une simple phrase, on peut connaître la météo, programmer une alarme, être averti de ses rendez-vous et même avec les trajets pour s'y rendre et des résultats de plus en plus précis au fil du temps. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur un moteur de recherche comme Google, vous commencez à taper une requête, vous avez des propositions de la suite de la Mhm, requête. mhm. Vous voulez répondre à un mail dans votre adresse de messagerie et puis vous avez des suggestions
pour finir votre phrase. Ça arrive aussi avec WhatsApp ou avec les claviers intelligents qu'on a sur nos téléphones. C'est la phase émergée de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Ces petits changements, ces petites améliorations qu'on a. Mais au-delà de ces usages pratiques, mais un peu anecdotiques, l'intelligence artificielle recouvre un vaste domaine et des champs d'application existants ou potentiels quasi infinis, comme la traduction automatique, la reconnaissance faciale qui peut être très utile pour tout ce qui concerne la police, les enquêtes, etc. Les véhicules autonomes, on va en reparler tout à l'heure. L'optimisation de la prospection commerciale, donc dans le domaine du commerce, l'aide médicale au diagnostic, là aussi on va en reparler, l'amélioration des processus de recrutement ou encore la réduction des consommations d'énergie. L'intelligence artificielle est une science qui bouleverse tous les secteurs et tous les domaines. Mais pourquoi l'intelligence fait peur? La question sur l'intelligence artificielle. Artificielle. La question se pose parce que l'intelligence artificielle, en tant que technologie, réalise des performances dans certains domaines qui sont de nature, bien qui ont tendance à dépasser, à être meilleures que celles de l'homme. Alors, il existe une crainte que la machine dépasse l'homme un jour. Et c'est une crainte qui est fondée, qui est légitime. À terme, on craint donc que la machine, l'intelligence artificielle, au lieu d'être un outil qui accompagne l'homme, qui aide l'homme au quotidien, n'a servi ce dernier. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la machine permet de réaliser des performances qui sont meilleures que celles de l'homme dans le domaine de la médecine. Par exemple, il est approuvé que on peut faire de la chirurgie avec précision. Avec précision. Il vaut mieux que vous soyez opéré par une machine à votre œil ou sur un autre organe que par un médecin qui peut être... Pas un humain. Voilà, que par un humain, par exemple. Mais les craintes, et c'est d'autant plus que l'intelligence artificielle s'est développée dans les grandes entreprises de la tech, dans la Silicon Valley, à l'ombre des réglementations et souvent sans réflexion philosophique. Et donc, dans de nombreuses expériences, lorsqu'on a mis l'intelligence artificielle face à certains dilemmes moraux, ces choix ont été pour le moins étonnants. Une autre expérience, je vous la raconte, il y a des chercheurs américains qui, en 2017, ont mis des petits stickers noirs et blancs sur des panneaux stop et les ont présentés à des voitures autonomes. La voiture qui a été entraînée à reconnaître les panneaux stop, lorsqu'elle a vu les stickers sur les panneaux, elle les a pris pour autre chose, elle les a prises pour en fait le panneau 50 km/h voilà, s'est enfoncée en fait dans le mur alors qu'il y avait un panneau stop où elle devrait normalement s'arrêter. Ainsi, pour des centaines de chercheurs, il est urgent de mettre de l'éthique dans le développement de l'intelligence artificielle. L'autre chose qui alimente les peurs autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est devenue aussi un enjeu géopolitique et pourrait alimenter les conflits entre les nations dans les prochaines années. En 2017, lors d'une conférence avec des étudiants sur les nouvelles technologies, le président russe Vladimir Poutine a affirmé ceci, je cite, « L'intelligence artificielle représente l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité. Celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. » Et ça, c'est une pensée qui est partagée par toutes les grandes nations, toutes les grandes puissances de notre planète. Et ainsi, de son côté, la Chine, qui est déjà l'un des pays, sinon le pays le plus avancé en matière de recherche et d'application dans l'intelligence artificielle, prévoit investir, tenez-vous bien, 150 milliards de dollars dans le secteur d'ici à 2030. Comparé aux États-Unis, c'est seulement 1 milliard d'argent public que l'administration Trump a décidé de mettre à disposition des centres de recherche. On parle d'argent public parce qu'il y a les laboratoires de Google, de Facebook qui investissent aussi de grandes sommes. Mais les États-Unis ont décidé de mettre 1 milliard à disposition des centres de recherche chaque année. En Europe, les investissements sont encore beaucoup plus moindres dans ce domaine-là. Si c'est moindre en Europe, qu'en est-il de l'Afrique? On n'en parle pas, on en parle à une autre, on en parlera. D'accord, on en parlera bien plus tard. Merci beaucoup, mon cher Maurice.